Salut l'équipe, c'est Lovalist. Les débriefs du tournoi, c'est terminé, mais vous croyez tout de même pas que j'allais vous laisser partir comme ça. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bilan de cette édition 2023. Le but, c'est qu'après, ce soit sujet à échange et à débat dans les commentaires. Je vais vous faire part de mon ressenti, des joueurs, des moments qui m'ont marqué, et ça nous permettra ensuite d'ouvrir sur la Coupe du Monde, puisque ça y est, là, enfin, on est dans la dernière ligne droite. Et en plus, je pense que vous avez remarqué, je tourne dans un lieu différent d'habitude, puisque je suis dans un bar No Scrum No Win à Paris. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, No Scrum No Win, c'est en tout 3 bars à Paris. C'est des pubs français entièrement dédiés à l'esprit du rugby. On s'y sent très vite comme au clubhouse et ça permet facilement de rencontrer des gens. Et je suis aujourd'hui dans leur établissement rue des Canettes qui est flambant neuf et qui a ouvert juste avant le crunch. Aussi, ils relancent leur marque de vêtements avec des pulls, des polos, des t-shirts, des bermudas, dans un style qui colle à leur vision du rugby, c'est-à-dire cool, décontracté, chaleureux et dans lesquels on se sent bien. Leur boutique vient d'ouvrir à nouveau et sachez qu'avec mon code partenaire, vous avez moins 25% sur toute la boutique. C'est pas négligeable, donc je vous invite grandement à y jeter un œil. Bon alors, ce tournoi. Je pense que le sentiment général qui domine tout de même, c'est une satisfaction. On finit à la 2e place, on a surclassé tout le monde à part les Irlandais, on a fessé les Anglais chez eux, et même si certes on est déçu de ne pas avoir fait le doublé, je trouve que sportivement c'est quand même une réussite. Et même sur le bilan humain, en fait, c'est plutôt une réussite parce que moi, avant le tournoi, je craignais vraiment qu'on ait plus de casse que ça. C'est triste pour Jelon, mais a priori, il dit pouvoir être prêt pour fin août. J'ai du mal à y croire, mais tant mieux si c'est possible. Et honnêtement, au vu du peu de rotation parmi les titulaires et au vu de l'accumulation du temps de jeu à certains postes, on peut s'estimer heureux de ne sortir qu'avec un seul blessé grave. Aussi, je trouve que l'équipe de France est montée en puissance au cours du tournoi. Je vous avoue que j'étais pas forcément d'accord avec ceux qui disaient qu'il nous fallait à tout prix une défaite avant la Coupe du Monde pour se remettre en question. Pour moi, c'était un petit peu une réflexion franchouillarde, je pensais qu'on n'avait pas forcément besoin de ça. Et surtout, ramener une victoire de Dublin devant le public irlandais, ça aurait été un symbole ultra fort avant la Coupe du Monde pour conforter encore un peu plus notre place de favori. Sauf que je suis obligé d'admettre que cette défaite semble avoir créé un électrochoc pour cette équipe de France, et je pense que le fait de ne plus avoir cette pression de la série de victoires historiques, c'est plutôt finalement une bonne chose. Certes, on était content d'enchaîner les victoires, mais au final, je trouve qu'on en faisait un peu beaucoup, on en faisait vraiment des caisses avec ça. Là maintenant, c'est derrière nous, on peut se remettre en question et continuer à bosser. Mais c'est surtout physiquement que j'ai l'impression que la montée en puissance s'est faite. Je pense que les semaines de pause après l'Irlande et après l'Écosse ont vraiment fait beaucoup de bien pour tout le groupe, et je m'avance sûrement en disant ça, mais je crois que si le match contre l'Irlande avait eu lieu en fin de tournoi, en deuxième partie, je pense que le résultat aurait été différent. Bon, après, avec des si, l'UBB serait championne de France, donc... Mais quand on voit la différence de forme d'Aldrit entre le début et la fin du tournoi, je pense qu'on peut se poser la question. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'après cette défaite en Irlande, l'équipe de France semble avoir redressé la barre dans son jeu, on est devenu plus propre, plus létaux et même plus agréable, je trouve, à voir jouer. Alors qu'en novembre, on restait sur notre fin offensivement, on prenait pas beaucoup de risques, on jouait à fond la dépossession et on s'est un petit peu fait chier, je trouve, en tournée novembre, faut quand même se le dire. Et bien, je trouve qu'au contraire, la deuxième partie du tournoi a été beaucoup plus enthousiasmante, beaucoup plus encourageante, avec des bonus offensifs à chaque match et des essais beaucoup plus construits. L'apothéose étant bien évidemment le crunch à Twickenham, où les Bleus ont réussi à marquer quasiment de toutes les manières possibles. Je trouve qu'on a bien réussi à faire évoluer notre jeu de dépossession. Je le trouve plus malin dans l'alternance et plus divertissant à voir jouer qu'en début de tournoi. Je ne sais pas si c'est ça qu'entendait Galtier avec sa fameuse repossession, mais je retrouve le jeu qui me faisait tant plaisir en début de mandat. On voit aussi que le vécu commun commence à payer avec des patterns d'attaque gagnants. J'en parlais notamment dans le débrief de France-Pays de Galles sur la connexion entre Ntamak et Ramos, mais également sur d'autres essais moins construits. On a désormais l'habitude de voir des gestes, des réflexes, des joueurs qui se trouvent les yeux fermés, et ça c'est vraiment hyper plaisant. Mais si l'attaque est montée en puissance, en revanche, je trouve que nos défenses est devenue moins hermétique qu'avant. J'ai l'impression qu'on a changé quelque chose dans notre tactique défensive. Avant, on avait une rush défense qui venait en permanence agresser porteur de balle, et dorénavant, je trouve qu'on monte moins, qu'on gagne moins de duels et qu'on voit moins de plaquage offensif. Après, ça se trouve, c'est juste moi, dites-moi si vous aussi vous avez cette impression. Et il est vrai aussi que généralement, quand on reprend une équipe, qu'on doit la reconstruire, le premier point sur lequel on s'appuie pour créer du vécu commun et pour construire le plan de jeu, c'est la défense. Et maintenant que c'est à peu près maîtrisé, que le groupe s'est créé et que le plan de jeu s'est construit, peut-être que l'essentiel s'est déplacé sur d'autres secteurs de jeu. Mais même dans le jeu au sol, où on avait l'habitude de voir des joueurs comme Marchand gratter à tour de bras, je trouve qu'on a été moins efficace dans les contests. Faut dire aussi que les nouvelles directives World Rugby qui veulent favoriser à fond l'attaque laissent beaucoup moins de latitude aux gratteurs qui se font donc pénaliser beaucoup plus facilement, comme on l'a vu face à l'Italie avec 18 pénalités concédées par les Bleus. Mais le retour de Danty a fait beaucoup de bien dans ce secteur, surtout dans les zones plus éloignées des regroupements. Dès que le soutien est un peu tardif, c'est très risqué de tomber dans ses pattes. Bon, on vient de faire un tour d'horizon assez large, mais maintenant j'aimerais vous parler des joueurs qui m'ont impressionné durant cette compétition. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas, parce que 50% des viewers ne sont pas abonnés, alors que ça prend 2 secondes, que c'est gratuit et que ça soutient la chaîne. Alors allez-y, on n'hésite pas, on s'abonne. Également, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire par rapport à un projet qui va sortir très prochainement. Un projet qui me tient à cœur, qui est très nouveau sur la chaîne, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Le premier joueur dont je vais parler, évidemment,
évidemment, c'est flamand, je vais pas faire dans l'originalité, le bureau ovale en a longuement parlé sur sa chaîne. Comment passer à côté en fait? Le type fait 5 matchs pleins à 80 minutes, il termine meilleur plaqueur contre l'Irlande, un doublé et il est omniprésent contre l'Angleterre. C'est aussi l'un de nos meilleurs pourvoyeurs de ballon en touche. Il n'y a pas un secteur où je le trouve faiblard. Il est capable de se déplacer partout sur le terrain pendant tout le match pour apporter son soutien. Franchement, ça doit être un bonheur de l'avoir dans son équipe et de savoir qu'il n'est jamais très loin pour t'assister. Également, je trouve que les flanqueurs, les trois papas que sont Olivon, Kroos et Jelon, ont tous les trois sorti un tournoi de haute volée. Vraiment, bonne chance au staff pour composer une équipe une fois que Jelon sera remis et qu'il faudra mettre quelqu'un sur le banc. Et bien sûr, Dupont est encore magistral et il montre que même sans marquer le moindre essai, il est d'un autre niveau alors qu'il est ultra surveillé, que toutes les défenses tentent de le bâillonner. Il n'y a pas un match où il nous sort pas un geste d'or. J'aurais aimé cependant qu'on le laisse moins longtemps sur le terrain, qu'on fasse davantage de rotation et qu'on fasse entrer son remplaçant. J'en parle souvent, mais je trouve que c'est moyen pour sa santé de lui donner autant de temps de jeu, surtout que pour lui, la saison est encore loin d'être terminée entre les phases finales de top 14 et de Coupe d'Europe qui vont se jouer. Enfin, il y a un joueur qui continue à faire débat alors que je trouve qu'il a fait plutôt un tournoi assez abouti, c'est Thomas Ramos. Il a clairement grillé la priorité à Melvin Jaminet, contraint de ronger son frein sur le banc ou dans les tribunes, et si Ramos n'a pas la sobriété ni la longueur de jeu au pied de Jaminet, il se démarque cependant dans son animation et dans sa capacité de création. Pour moi, c'est le bon compromis entre Dulin et Jaminet. Mais par contre, faut le prendre comme il est. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des boulettes à force de trop tenter, de trop vouloir jouer, mais également qu'il est celui qui peut nous sortir d'une passe difficile grâce à son audace et grâce à son improvisation. Là-dessus, je sais que certains ont d'autres avis et préféraient voir un retour de Jaminet pour rester sur la dynamique de 2022, mais je vous laisse en débattre en commentaire. Mais faut quand même se rendre compte que le bonhomme il finit meilleur réalisateur du tournoi avec 84 points inscrits. Il est aussi dans le top 5 des joueurs ayant parcouru le plus de mètres, donc pour ma part, c'est tout de même un tournoi très réussi. Maintenant, hors de l'équipe de France et sur le tournoi en général, je pense que le classement final est assez logique. L'Irlande est clairement à sa place, elle a marqué des bonus offensifs à chaque match, à part contre l'Écosse. Elle a trouvé son rythme de croisière et je pense que les Irlandais peuvent espérer de grands moments en Coupe du Monde. L'Écosse, malgré son départ canon, a ensuite eu du mal à rivaliser avec l'Irlande et la France qui sont quand même une classe au-dessus, mais c'est quand même une équipe que je trouve de plus en plus dangereuse et que je pense qu'il va être très intéressant de suivre durant la Coupe du Monde où elle est dans la poule de la mort avec l'Afrique du Sud et l'Irlande. Maintenant, pour l'Angleterre, je pense qu'elle va devoir faire face à un long moment de transition. Nouveau sélectionneur, nouvelle génération, dans un contexte de crise du rugby anglais où le haut niveau s'effrite avec des clubs historiques qui sont forcés de déposer le bilan. On est bien loin de la domination impériale de la fin des années 2010 avec le 15 de la Rose et les Saracens qui faisaient peur à tout le monde en Europe. Et c'est un peu le même constat que j'ai pour le Pays de Galles. Difficile de voir le bout du tunnel pour ce petit pays qui était quand même encore champion, faut se rappeler, en 2019 et en 2021. Et d'ailleurs, si ça vous dit que je vous fasse une vidéo spéciale sur la crise galloise pour expliquer pourquoi le rugby se casse la gueule dans ce pays, bah dites-le moi en commentaire. Enfin, l'Italie peut être déçue sur son bilan comptable, sur sa place au classement avec une énième cuillère de bois. Après une solide année 2022, on était beaucoup à les voir comme de vrais challengers, potentiellement capables de battre une nouvelle fois les Gallois, voire même d'aller embêter l'Angleterre et l'Écosse. Bon, ils ont quand même livré des matchs très honorables contre la France, contre l'Irlande et contre l'Écosse, mais on voit que sans Capozzo et sans Garbiti qui n'ont pas pu être là tout le temps à cause de blessures, bah c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Néanmoins, ils ont des raisons d'espérer, le rugby italien a de beaux jours devant lui et il devient de plus en plus un adversaire crédible. Et je pense qu'ils seront un adversaire plus que coriace en phase de poule en septembre. Avant de se quitter, maintenant je me disais qu'on pouvait faire un petit tour par les stats marquantes du tournoi, puisque le meilleur marqueur Cocorico, il est français, c'est Damien Penaud avec 5 réalisations. 3 des 6 essais retenus pour être l'essai du tournoi ont été marqués par lui. Ensuite, les Irlandais dominent clairement en matière de mètres parcourus avec Hugo Keenan et James Lowe qui sont tous à plus de 500 mètres et qui se partagent les 2 premières places. Et enfin, le meilleur plaqueur, c'est le numéro 8 Matt Fagerson qui a 83 plaquages, c'est énorme, ça fait plus de 16 plaquages par match, mais il est suivi de près par notre belge préféré Thibaut Flamand avec 81 plaquages réussis. Bref, c'est encore un tournoi riche en émotions qui s'achève. Je sais pas pour vous, mais je pense que le tournoi, c'est un de mes moments préférés dans l'année. Février et mars ont toujours une saveur particulière grâce à lui. L'ambiance, qu'elle soit au stade ou dans les bars, je trouve ça toujours magique. Et si vous n'avez pas encore connu un tournoi chez No Scrum No Win, je vous invite grandement à y faire un tour pour les prochains matchs des Bleus. Et je rappelle également le lien et le code promo qui vous octroie 25% de réduction sur tous leurs produits dans leur boutique. Maintenant, là, juste avant de partir, j'aimerais vous teaser un petit peu un projet qui va sortir très prochainement. C'est sûrement la plus grosse vidéo, le plus gros projet, ce qui m'a pris le plus de temps que j'ai jamais fait sur la chaîne. En fait, il y a 2 mois, je pense qu'il y en a qui le savent, j'ai passé 2 jours en immersion à Montauban, le club de Pro D2. J'ai vraiment pu assister à tout. Entraînement, muscu, avant-match, vestiaire, match, après-match, tout ça. La vidéo va être longue, entre 45 minutes, voire même 1 heure, je sais pas encore, j'ai pas fini tout le montage et je suis vraiment impatient de vous montrer tout ça. Sachez en tout cas qu'elle sera disponible en avant-première pour les tipeurs, donc pour ceux qui financent la chaîne, ceux qui sont donc inscrits sur Utip ou ceux qui sont souscrits à la chaîne sur YouTube pour 99 centimes d'euros par mois. Ça va donc sortir début avril, je vais sûrement faire une version courte et une version longue, vous me direz ce que
vous en pensez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite un bon printemps, je vous dis à la prochaine, bye Lovali.